Bonjour, c'est Sophie Zaimi pour l'École des leaders. Hello Sophie, on va commencer de suite. Tu peux poser si tu veux toi le clap. On va commencer de suite avec quelques questions et tu me réponds école ou pas école. Très bien, c'est parti. Lire, écrire et compter. École. La confiance en soi. École. La gestion des émotions. Pas école. La résilience face aux échecs. École. La discipline et les habitudes de travail. École et pas école. Ok. Comprendre l'argent et la réussite financière. Pas école. Se préparer au monde de demain. Pas école. Savoir vivre avec les autres. École. Trouver sa voie dans la vie. Les deux. Le leadership. Pas école. Réfléchir par soi-même. Pas école. La motivation et le goût de l'effort. École, ça dépend des écoles. Comprendre l'intelligence artificielle. Pas école. La responsabilité et l'autonomie. École. Construire une vie solide et équilibrée. Pas école. Comment tu vas, Sophie? Ça va. Vraiment. Ça va très bien. Un peu fatiguée parce que tu sais, j'enchaîne plusieurs casquettes, c'est-à-dire la vie à l'hôpital, la vie sur les réseaux et ma vie perso aussi parfois où j'essaye un peu d'avancer. Donc, c'est des curseurs différents que j'essaye de régler un peu à chaque fois pour ne pas trop aller que dans un sens et un peu équilibrer tout. Et voilà, aujourd'hui, je suis très contente d'être avec toi dans ma partie avec ma casquette créatrice de contenu. Ah, ok. Et comment tu gères justement cette fatigue avec autant de casquettes que tu gères? Alors, je gère avec beaucoup de café. Voilà. Ok. Malheureusement, moi, je suis quelqu'un de très anxieuse, même si ça se voit pas. Et donc, j'ai beaucoup de troubles du sommeil. C'est-à-dire que, par exemple, en D4, l'année avant mon concours de l'internat, je faisais 2-3 insomnies par semaine. Et pour les concours, j'ai pas dormi pendant 48 heures. Donc, j'ai passé des épreuves en étant un zombie. Voilà. Donc, c'est vrai que dès que j'ai une période un peu de stress, où je sais qu'il y a quelque chose, où je dois me lever tôt, je dois faire quelque chose, où j'ai quelque chose de prévu, et ben si dans mon rituel de sommeil, mon rituel d'endormissement, il se passe pas comme prévu, et ben ça va me créer de l'anxiété, de l'angoisse, et donc je vais être morte le lendemain. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer parce que c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Mais j'essaie justement de faire tout en amont pour que ça se passe le mieux possible. Donc, essayer d'anticiper un maximum. D'anticiper un maximum, c'est-à-dire, en fait, si par exemple j'ai quelque chose de stressant, le soir, je vais pas sortir dîner au resto ou voir des amis, prendre un verre. Je vais rester chez moi, poser. Je vais faire, je sais pas, je vais regarder un film, une série. Je vais essayer de me coucher pas trop tard. Et je vais essayer de pas faire trop d'écran avant de me coucher, après 23 heures, quoi. Et tu sais, c'est dû à quoi, en fait, déjà, ton anxiété, ton trouble du sommeil, un petit peu? Je pense que c'est parce que je suis très exigeante avec moi-même et que j'ai peur de pas être en forme et de pas être optimale, la meilleure pour affronter quelque chose où j'ai envie de bien faire. Et donc, ça va avec l'envie d'être la plus parfaite, la plus opérationnelle possible. Et donc, je me mets une pression toute seule, tu vois. Et donc, je vais mal dormir. Alors que si tu me préviens le matin, on fait ça l'après-midi, ça va, tu vois. Parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir et de l'anticiper, en fait, avec de l'anxiété. En fait, j'anticipe tout avec de l'anxiété, on va dire. Tu vois. C'est un côté perfectionniste? Ouais, un peu, je pense. J'ai un côté perfectionniste, comme je pense beaucoup de monde. Pas forcément. Mais en tout cas, j'ai envie de faire le mieux possible et de donner le meilleur rendu de moi-même. Et comme, en fait, pour être bien, il faut avoir bien dormi, être en forme et être posé dans sa vie, etc. J'essaye en fait de faire en sorte que tous ces paramètres soient bien. Mais parfois, ça m'est arrivé, tu vois, il y a 2 semaines, de faire un tournage en ayant hyper mal dormi. Mais finalement, le tournage s'est bien passé, tu vois. Oui. Mais parfois, tu vois, tu as des aléas dans ta vie qui font que, je sais pas, dans ton couple, ça va pas bien aller, ou dans ta famille, tu as des problèmes, ou au taf, il y a des tensions. Et donc, forcément, ça a des répercussions sur les autres pans. Et le but, c'est de faire en sorte que chaque pan ait un fonctionnement sain, entre guillemets, pour que, justement, tout fonctionne bien dans ton écosystème, quoi. Et tu t'es mis, quand tu étais plus jeune, en fait, tu avais déjà ce souci de... Ouais. Déjà, quand je me faisais mes fiches, moi, j'ai commencé, dans ma classe, j'étais hyper copine au collège
avec une fille qui était très perfectionniste comme moi aussi. Donc, toutes les deux, on voulait être les meilleures, on voulait être les plus fortes. On rentrait de cours, on faisait nos fiches Bristol ensemble pour préparer le brevet ou pour préparer nos contrôles, etc. On s'interrogeait et une fois qu'on avait fait ça, on allait se détendre. Donc, on allait jouer à la Wii, on regardait High School Musical, on se faisait aussi des après-midi shopping, balades, etc. Mais c'était toujours après le travail. C'était le travail et après, on se détend. Et avec elle, par exemple, je me souviens qu'il fallait que nos fiches soient parfaites. Donc, moi, je faisais une rature sur une fiche. Parfois, je pouvais tout recommencer. Et c'était manuscrit, donc ça prenait beaucoup de temps. Je faisais attention à ce qu'il y ait les bons codes couleurs, que ce soit lisible, que ce soit agréable. Je voulais que apprendre, ce soit quelque chose d'agréable, de coloré, de sexy, entre guillemets. J'essaie de rendre le travail sexy, en fait, avec mes fiches. Et je pense que quand t'écris, t'apprends, tu te concentres sur ce que tu lis une première fois, tu l'intègres, et après, tu le recopies. Et en le recopiant, tu l'intègres. En plus, tu mets des codes couleurs pour les mots où tu sens que tu as besoin de retenir, ou pour mettre des dates en lumière, des définitions, etc. Et je pense que maintenant, avec la technologie et tout, ça s'est beaucoup perdu. Mais il y a plein d'études qui montrent que d'écrire, ça permet d'apprendre. C'est clairement prouvé scientifiquement. Et quand je révisais mes concours d'internat, tu vois, j'avais mes fiches. Alors, comme je voulais plus de fiches manuscrites parce que je trouvais ça difficile à relire, parce qu'il y avait beaucoup de contenu en médecine. T'as une pile de bouquins qui peut aller jusqu'au plafond à connaître. Donc, on faisait avec 2 autres copines. En fait, j'ai toujours appris aussi à travailler en groupe et à bien m'entourer pour être dans un univers ou dans un environnement qui va me pousser à me dépasser et à être la meilleure, tu vois. Donc, j'ai toujours été avec des gens qui étaient positifs, avec des gens qui bossent et des personnes aussi qui sont pas perso, qui sont dans une optique, on va tous s'entraider, tu vois, de la solidarité. Et donc, j'avais, par exemple, mon groupe de potes avec qui je faisais les sous-cols. Et j'avais mon groupe de copines en médecine avec qui on faisait nos fiches ensemble. Et donc, on avait créé un Google Drive où, comme il y avait beaucoup de cours affichés, et ben on disait, toi, tu fiches ces cours, toi, tu fiches ces cours, toi, tu fiches ces cours. Et comme ça, on mutualisait tout. Et après, moi, je relisais leurs fiches, je mettais mes codes couleurs, etc. Mais j'avais déjà le cours qui était fiché à partir des référentiels de médecine. Et tu vois, il n'y a jamais eu une erreur, il n'y a jamais eu une info qui n'était pas mise. On l'a joué vraiment 100% coopération, tu vois. Et on a toutes été classées à peu près pareil au concours de l'internat. On a toutes eu la spécialité qu'on voulait. On est toutes contentes d'avoir eu ça et on s'est entraidées, tu vois. Donc, je pense que c'est hyper important. Et en fait, une fois que j'avais mes fiches, ce que je faisais, c'est que j'avais plein de feuilles de brouillon. Et en fait, j'écrivais, ou parfois je m'interrogeais et j'écrivais les réponses, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça que j'ai appris à apprendre, en fait. À apprendre. Et tu as développé encore plus ton côté perfectionniste. Et quand tu sortais de cette zone-là, ça t'angoissait ? Ça m'angoisse, mais tu vois, je l'ai même au travail aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, quand je relis des comptes rendus d'interne, si c'est pas mes phrases types dans les comptes rendus, je vais les changer, alors que ça veut dire la même chose. Mais je veux que ce soit cette phrase-là. Parce que tu estimes que c'est cette façon de... Parce qu'en imagerie du poumon, par exemple, je suis allée dans le centre de référence national à Paris, à l'hôpital Cochin. Et en fait, tu avais le ponte, un des pontes qui fait beaucoup de recherches et que j'admire énormément, qui avait cette phrase-là. Donc, je lui ai pris ces phrases. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais en fait, tu t'inspires toujours des meilleurs. Je m'inspire de ce que j'ai vu. Et je garde ce que j'ai vu et de ce qui est bon de ce que j'ai vu, tu vois. Et donc, pour moi, après, ça devient mes phrases types. Et j'ai plein de collègues qui fonctionnent comme ça aussi, avec des comptes rendus types, des phrases types. Parce qu'en fait, le but en radiologie, c'est qu'on se comprenne tous, c'est qu'on parle tous la même langue. Donc, s'il y en a un qui veut décrire une boule en disant, par exemple, une masse, c'est ce qu'on utilise tous, c'est qu'on comprend que la masse, c'est une boule. Mais s'il y en a qui commencent à écrire la sphère, on va être en mode de quoi il parle, la sphère. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends tout à fait. Donc, c'est très important que les gens comprennent que nous, on a des codes, mais plus on multiplie les langages, plus ça va être difficile de parler de la même chose. Alors que si on a un langage qui est assez uniforme, ça nous permet d'être plus performants et de mieux. Parce qu'un jour, ça va être tel radiologue qui va faire l'examen, puis 2 ans plus tard, c'est un autre radiologue. S'il veut comparer et se comprendre, t'es obligé, tu vois. C'est une culture commune, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, j'ai 32 ans, je m'appelle Sophie, je suis radiologue à l'hôpital. Je suis chef à l'hôpital depuis mai 2023, j'ai fini mon internat en mai 2023.
J'ai fait 5 ans et demi d'internat à Tours. Non, pardon, 6 ans, je crois. Ou 5 ans et demi, je sais plus. En tout cas, j'ai fait mon internat à Tours. Et sinon, je suis parisienne. J'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études de médecine à Paris. Et puis, en 2018, donc après mon premier semestre d'internat, j'ai créé un compte Instagram où je mettais des cas de radiologie pour moi à la base, où j'alimentais pas du tout ce compte, mais c'est juste que j'avais mon compte Instagram perso et un compte Instagram où je voulais mettre des cas de radiologie, mais je voulais pas, spammer mes amis avec des contenus médicaux qui allaient pas les intéresser. Donc j'avais juste fait un compte de contenu médical, mais juste pour moi. Et un jour, j'ai un ami de la fac qui m'a demandé des questions sur des cas qu'il avait, lui, en tant qu'étudiant en radiologie, parce qu'il avait quelques années de moins que moi. Il passait le concours de l'internat, donc il avait des QCM et tout à compléter. Et il y avait des questions de radiologie où il m'avait demandé, je sais même plus quoi. Et donc, je l'ai aidé et je lui ai dit, si tu veux, pour le concours, j'ai ce compte-là que j'alimente de temps en temps. Si tu veux voir des cas, ça peut être intéressant pour toi. Et moi, je l'ai fait vraiment de façon spontanée et tout. Et en fait, lui, il l'a partagé à toute la fac alors que c'est un concours. Moi, jamais de ma vie, je me suis dit, il va partager mon compte avec toute la promo. Bien sûr. Il va garder le truc pour lui être le meilleur. Bien sûr. Et en fait, il l'a filé à tout le monde. En mode, regardez, il y a un compte de radiologie et tout, si vous voulez vous entraîner, c'est pas mal. Donc en mode, trop sympa le mec, tu vois. Il les a aidés eux et moi, il m'a aidé à me lancer parce que du coup, un champ des possibles. J'avais 3 abonnés peut-être sur ce compte, je sais pas, des comptes random. Et là, je me suis retrouvée avec 200 ou 300 abonnés d'un coup. Et je lui ai écrit direct, je fais, mais qu'est-ce que t'as fait, genre? Et il me dit, j'ai partagé avec la promo et tout. Et par effet boule de neige, donc lui, il avait dû faire ça vers septembre-octobre. Vers avril-mai, j'avais 10 000 abonnés, tu vois. Donc ça allait très vite. Et parce qu'en fait, à l'époque, t'avais aucune information médicale sur les réseaux sociaux. T'avais des comptes de mode, t'avais des comptes de nourriture, t'avais des comptes de voyage. Mais parler de médecine, ça existait pas. En tout cas, peut-être que ça existait un peu aux États-Unis. T'avais des comptes un peu de radiologie, etc., qui étaient pas hyper développés, mais t'avais quand même des comptes de médecins. Mais en France, ça existait pas. Et ensuite, il y a eu un énorme switch où, par exemple, je sais qu'il y a un mec qui faisait de l'humour sur YouTube et il m'a dit « Ah, mais c'est pas mal de faire de la pédagogie. Moi aussi, maintenant, je vais faire des vidéos pédagogiques. » T'avais un kiné, par contre, qui faisait pas mal de pédagogie et tout, mais je le connaissais pas et je l'ai rencontré, je l'ai découvert après. Je pense que dans le monde des kinés, ça bougeait un petit peu déjà. Parce que kiné, sport, mouvement... c'est plus facile à démocratiser, où t'avais les comptes de gros sportifs aussi qui disent comment faire des exercices, etc. Donc c'est plus facile à montrer. Un peu santé au sens large, mais de la santé un peu niche comme une spécialité qui est la radiologie, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai un peu, on va dire, ouvert la voie dans ce truc-là. Et après, avec le Covid, t'as plein de comptes qui ont commencé à pulluler parce qu'il y avait un réel besoin d'information. Et t'as TikTok aussi, qui a facilité la communication des médecins sur les réseaux parce que, en fait, TikTok, je trouve que c'est moins bridé qu'Instagram parce que TikTok, tu peux faire tout et n'importe quoi. Alors qu'Insta, il faut quand même que t'aies un beau compte, faut que ce soit bien lisse, bien propre, etc. Alors que TikTok, tu peux plus mettre des vidéos, je trouve, à la one again. Donc, il y a de plus en plus d'étudiants de médecine qui sont sur les réseaux actuellement, surtout sur TikTok. Et après, voilà, ce que je dis, c'est qu'avec le Covid, tu as eu des sages-femmes, tu as eu des dentistes, tu as eu plein d'autres, tu as eu des pharmaciens. Il y a beaucoup plus de monde qui se sont mis dessus. Et je trouve ça bien parce que justement, ça permet de faire une parole médicale, une parole scientifique qui va contrer un peu les fausses informations qui peuvent être relayées par exemple, des influenceurs qui vont promouvoir tel complément alimentaire alors qu'en fait ça apporte rien, qui vont promouvoir telle crème sur la peau alors qu'en fait on n'en sait rien. Et il y a eu plein de scandales, par exemple avec des shampoings qui faisaient perdre leurs cheveux au final, ou qui faisaient des lésions cutanées, ou qui étaient dangereux pour la santé. Et donc je pense que c'est bien justement qu'il y ait une parole médicale pour un peu les chevaliers de la bonne information, tu vois, en lutte contre les fausses informations. En fait, avec les réseaux sociaux, on est dans une guerre d'information perpétuelle. Et savoir qui suivre, qui détient les bonnes infos et tout. C'est important. Et le problème, c'est que la santé, tout le monde a envie de s'exprimer là-dessus. Exactement. Parce que c'est un bien commun, tu vois. Donc, moi, je trouve que les patients experts qui s'expriment sur leur maladie, c'est génial parce que ça permet d'incarner une maladie et de mieux comprendre pour les patients qui rentrent dans cette maladie qu'est-ce qui va se passer, tous ces partages-là, pour toi, c'est nécessaire. Les patients, Après, moi, ce dont je suis moins fan, c'est, par exemple... les personnes qui sont pas dans le
qui sont pas dans le domaine médical et qui vont dire des choses qui sont dangereuses pour la santé des gens, tu vois. Par exemple, récemment, tu as eu une chroniqueuse, ancienne Miss France, je parle pas de Marine L'Orphelin qui est médecin, je parle d'une autre, qui a dit que le jeûne, c'était bien quand on avait un cancer, alors qu'on sait que c'est pas vrai, tu vois. Et que le jeûne permettait de tuer les cellules tumorales. Le jeûne ne tue pas des cellules tumorales. Ce qui tue les cellules tumorales, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, l'immunothérapie, les traitements qui vont être prescrits par un oncologue. Toi, étant scientifique, c'est très important que l'information soit vraie. Et que, en fait, le problème, c'est qu'on tue des gens. Je sais pas si tu as vu le scandale de Belle Gibson, qui était une influenceuse australienne, qui a commencé à faire croire qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'elle avait guéri miraculeusement grâce à son alimentation, qui a écrit des livres sur l'alimentation. Et en fait, t'as plein de jeunes filles qui se sont dit, moi, je vais faire comme Belle Gibson, je vais arrêter les chimiothérapies, les traitements qui sont pas naturels et je vais me guérir avec du naturel, sauf qu'elle a tué des gens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait menti, sauf qu'elle avait déjà fait beaucoup de dégâts, donc il faut réparer une fois que cette information, elle est ancrée dans la tête des gens. Et donc, cette chroniqueuse, je lui en veux un peu parce que en disant que le jeûne tuait les cellules tumorales, elle relaie une information qui est fausse et qui est dangereuse pour la santé des patients. Et moi, en fait, mon but, c'est de soigner les gens et c'est de les aider à faire en sorte qu'ils vivent le plus longtemps possible et le mieux possible. Donc, quand je vois quelqu'un qui tue avec des mots, ça me heurte, en fait. Ça te heurte. Et tu t'es dit, là, c'est l'occasion pour moi, justement, de partager de la vraie information utile et aidante. Alors, est-ce que tu peux maintenant, parce que là, j'entends et on découvre tout ce que tu fais et que tu apportes grâce à ton rôle, justement, de créatrice de contenu, qui tu es vraiment, toi, Sophie ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est très dur de s'auto-analyser avec une caméra externe. Mais je suis quelqu'un qui adore parler avec des gens. Par exemple, quand je suis à une terrasse, par exemple, je peux très bien parler avec la table d'à côté. J'adore sourire à des inconnus dans la rue. Je peux sourire et parfois j'ai des retours de sourire et je trouve ça trop drôle parce qu'on se connaît pas, mais on se sourit et je trouve ça cool. Je peux parler, par exemple, avec n'importe qui, en fait. Tu vois, je suis très bavarde. J'adore apprendre aussi, donc je pense que c'est bien de parler, mais c'est bien aussi d'écouter. Et j'adore découvrir des nouveaux univers. J'ai plein d'amis très différents. J'ai des amis qui sont artistes, j'ai des amis qui sont dans la mode, j'ai des amis qui sont dans le médical, évidemment. Mais j'ai des amis qui sont avocats. J'ai plein de champs différents. Altruiste. Ouais, mais j'aime pas être enfermée dans un monde. Tu vois, si j'étais pote qu'avec des médecins, je me sentirais oppressée. Et j'ai besoin justement d'avoir une fenêtre sur le monde pour m'enrichir, tu vois. Ça m'épanouit. Et je pourrais pas traîner que avec le même groupe d'amis, je me lasserais. Donc voilà, j'ai plein de groupes d'amis différents. Et après, je suis quelqu'un qui adore s'amuser, qui adore faire la fête. C'est une partie que je montre pas de moi parce que forcément sur les réseaux sociaux, tu as toujours une image lisse et encore plus quand tu es médecin parce que tu dois montrer le bon exemple, tu vois. Donc, c'est vrai que, en vrai, je suis une humaine et que, je fais des bêtises, j'ai des défauts, etc. Mais c'est vrai que comme j'ai un compte qui a une visée professionnelle et médicale, je suis obligée de rester dans cette case je suis quelqu'un de professionnel et médical. Et donc, par exemple, là, j'étais à un enterrement de vie de jeune fille ce week-end. J'ai pas raconté toutes les coulisses de l'enterrement de vie de jeune fille, tu vois. Même s'il y a des trucs qui sont marrants et qui pourraient être filmés et mis en scène, etc. Mais voilà, on est entre... Donc, tu es vraiment créatrice de contenu aussi avec quand même un filtre. J'ai le filtre. Je comprends, enfin, moi, en tant qu'enseignante, c'est pareil. Sur mon contenu, oui, moi, j'ai un côté aussi qui adore s'amuser, etc. Et c'est un peu difficile d'allier ce dont on attend de nous aussi et ce pourquoi on a créé nos contenus et basculer aussi sur nous, en tant qu'humaine, en tant que faux-folle, en tant que, tu vois, apporter ce côté-là, c'est difficile à l'apporter à son juste milieu. Exactement. Surtout, je pense, Sophie, quand on est perfectionniste dans le contrôle et je pense que... Mais parfois, c'est très dur de se regarder. Et tu vois, il y a des vidéos où, par exemple, j'aime pas du tout ma tête, j'aime pas du tout comment je suis, etc. Mais comme je sais que le fond est intéressant et que j'ai envie de mettre en avant ce fond, je passe outre.
Je connais bien. Mais au fond de moi, genre, je vais parfois montrer des vidéos à des potes et dire, mais regarde comment je suis horrible sur cette vidéo. Combien de fois je l'ai fait, je dis non, le mieux est l'ennemi du bien, c'est pas grave, on passe à l'action. Et c'est vrai que ça, on le voit pas, on pense qu'on a une aisance, mais non, je combats aussi mes démons et je vais de l'avant. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis déjà. Donc, quand même, une personne qui aime s'amuser, perfectionniste, donc... Mais en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça m'a fait penser à... Tu vois, par exemple, là, j'étais invitée à un congrès à Vienne, c'est le congrès européen de radiologie, c'est le plus gros congrès d'Europe. Et en fait, on m'a demandé de parler. Et la question, c'était comment rester... professionnel sur les réseaux sociaux quand on est radiologue ou quand on est en radiologie, parce que ça s'adresse aussi aux manipulateurs radio. Et comment rester professionnel tout en étant humain, en fait, tu vois. Et c'est la frontière entre... J'humanise mon profil parce que, bien sûr, si c'est pas moi, si c'est pas mes mimiques, ma façon de parler, mes expressions, bah, c'est plus moi. Donc, je vais être moi-même là-dessus. Mais en même temps, je peux pas dévoiler tous les aspects de ma vie. Bien sûr. Et tu vois, il y a plein de gens qui me suivent sur Insta et qui, quand ils me rencontrent, ils me disent « Ah, mais je pensais que t'étais comme ci, comme ça. Et en fait, t'es comme ci, comme ça. » Ouais. Alors, parfois, c'est des remarques sur mon physique. Par exemple, il y en a une fois qui m'avait dit « Ah, mais t'es toute petite. J'imaginais que t'étais hyper grande. » Et j'ai dit « Mais j'ai jamais dit que j'étais mannequin et que je faisais 1m90. » Voilà. Mais parfois, c'est plus sur ma personnalité où je sais que parfois, les gens, ils ont des attentes. Par exemple, là, j'ai changé d'hôpital récemment. Avant, j'étais à Cochin. Je suis arrivée à la Pitié-Salpêtrière. Et on m'a dit, quand je suis arrivée à la Pitié-Salpêtrière, « Ah, mais les gens, ils trouvent que t'es pas très fun, que tu parles pas beaucoup. » Et en fait, moi, j'étais juste en période d'adaptation parce que j'arrive dans un nouvel environnement, dans un nouveau travail, je connais personne. Je vais pas arriver à faire des checks, des blagues... en mode la meuf hyper à l'aise qui se croit à la maison alors qu'elle débarque et qu'il faut se faire petite, tu vois, surtout dans un milieu où tu sais que tu vas être jugé sur ton travail, sur ta façon d'être, sur ton sérieux et que je suis là avant tout pour m'occuper des patients et faire mon travail de radiologue, donc être concentrée sur mes examens et faire des comptes rendus. Et que peut-être que sur les réseaux, je peux montrer que je suis quelqu'un d'accessible, etc. Mais en fait, je suis humaine avant tout et ça se construit, tu vois, les relations, la confiance. Quand t'es à l'aise, bah du coup, tu vas plus parler avec quelqu'un. Et bah moi, je reste cette personne-là, tu vois. J'arrive pas comme ça en mode l'humoriste ou le troubadour qui vient divertir la cour du roi Soleil, tu vois. Alors justement, si je te rencontrais à 8 ans, je découvre... À 8 ans? Ouais. C'est-à-dire à l'âge de 8 ans? Oui, à l'âge de 8 ans. Alors, à l'âge de 8 ans, je devais être en CE2. T'es en CE2? Ouais. J'adorais les Scooby-Doo. Ouais. Je faisais beaucoup de Scooby-Doo. J'adorais Hello Kitty. Voilà. J'étais très bavarde en classe sur tous mes bulletins scolaires. À chaque fois, ce qui revenait, c'était le bavardage. Et donc, mes parents, ils n'en pouvaient plus. Et ils étaient là, mais qu'est-ce que tu as à raconter à tout le monde? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, on peut être bavard et faire médecine. Oui. Ah, mais moi, c'était bavardage H24. Après, j'étais dans une école privée catho. Et donc, c'était uniforme bleu marine, tablier, le prénom écrit sur le tablier, bien rangé, un univers très spirituel. Pendant combien de temps? Je suis arrivée en CP. Ok. Et je suis partie en CM1. Ok. Et j'ai pas forcément bien vécu ces années-là. Et ensuite, je suis retournée dans le public parce que je pense que c'était trop strict pour moi, peut-être. Ok. Et que j'étais pas à l'aise. Et donc, quand je suis arrivée dans le public, je me souviens, j'étais beaucoup moins stressée. J'étais beaucoup plus détendue. Et puis, en fait, c'est tout bête, mais je me souviens, les premières semaines, j'étais tout le temps habillée en bleu marine et tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais encore mes habits. Et quand j'ai commencé à mettre de la couleur, c'était en mode, ouais, elle a mis un truc de couleur, etc. Donc, et dans l'école catholique, tu y dormais ou non? Non, je dormais chez moi. Ok. C'était juste une école dans le 16e, privée catho. Qui était très... Bah, c'était strict, quoi. Donc, c'était... Une fois, je me souviens que je m'étais fait engueuler parce qu'elle avait dit les CP, levez-vous, et que je m'étais levée avec les CP alors que moi, j'étais en CE1 et qu'elle m'avait punie pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que j'étais... En fait, je pense que j'avais des problèmes d'attention peut-être, ou je sais pas. Mais par exemple, les copies, par exemple, tu vois, copier, quand il fallait copier ce qu'il y avait marqué au tableau, et ben j'avais des fautes, par exemple. Et mon père, il devenait fou.
il était là, mais c'est le b.a.-ba de recopier. Tu te concentres, tu lis les mots et tu recopies. Et à chaque fois, j'oubliais. Donc, je pense que j'avais des problèmes de Ouais, après, c'est pas si évident. Et on pense que ça doit être, c'est de la copie, t'as pas à réfléchir, tu copies. Bah non. En fait, non, faut que tu apprennes à te concentrer, à canaliser ton attention sur quelque chose. Ou, par exemple, je me souviens aussi, il y avait une dictée où j'avais eu 0. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais eu 0 et c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu 0, je tiens à préciser. Et c'était dans cette école-là, voilà. Mais en fait, j'avais peur de la maîtresse, j'avais peur de tout. Et du coup, j'étais pas à l'aise dans l'apprentissage. Je sais pas comment t'expliquer. Tu penses que cette période-là, justement, elle t'a conditionné aussi dans ton angoisse, dans ta façon d'avoir ce besoin de tout contrôler, de perfectionnisme, cette rigidité, en fait, cette exigence t'as mis en mode ouais, là il faut que je contrôle, que j'anticipe, que je prépare, faut que je sois carré. Peut-être. Honnêtement, je pourrais pas te dire parce que ça remonte à trop loin et j'ai pas assez de recul. J'ai jamais fait de lien là-dessus. Mais je sais que par exemple cette dictée où j'avais eu 0, le seul truc dont je me souviens, c'est que la maîtresse elle disait il y a et je comprenais pas ce que ça voulait dire il y a. Oui, tu l'entendais pas. J'entendais il y a et j'étais là, mais c'est qui il y a, c'est quoi il y a? Et j'avais écrit I-L-I-A. Mais parce qu'en fait, j'étais tellement stressée, je voulais tellement bien faire, etc., que mon cerveau, il buguait, tu vois. Alors que c'était juste il, I-A. Mais elle le disait d'une façon qui faisait que je comprenais pas. Et c'est vrai que quand je suis passée dans le public, j'ai appris à avoir confiance en moi, en mes capacités. Et j'avais des meilleures notes dans le public que dans le privé. Dans le privé, t'as fait quand même tout le primaire, hein? Ouais, dans le primaire, j'étais un peu... j'étais une élève moyenne, tu vois. Et quand je suis arrivée dans l'école publique, j'étais dans les meilleures, alors que j'avais pas changé grand-chose. Hein. Et puis après, au collège aussi, j'ai toujours été dans les 3 premières de la classe. Je suis allée au lycée Henri IV, qui est quand même un lycée assez élitiste et assez exigeant. Et puis, tu as eu médecine la première année, ce qui est quand même assez rare, il faut le souligner. Après, je m'étais dit, il y en a qui y arrivent, donc tu peux y arriver. Et en fait, je m'étais dit aussi, c'est 9 mois de ta vie, et 9 mois, c'est rien. Donc, tu donnes tout pendant ces 9 mois. Donc, évidemment, comme les concours arrivaient après Noël et jour de l'an, t'as pas de Noël, t'as pas de jour de l'an. Je me suis coupée de mes copines. Il y en a une qui avait forcé pour venir chez moi, parce qu'on habitait dans la même avenue. Donc, elle avait dit, ah non, mais ça, là, je viens de voir. Elle était en prépa. Donc, en prépa, comme c'est sur 2 ans, ils ont un peu plus de lest pour avoir du temps libre. Moi, j'étais vraiment en mode chaque minute doit être optimisée. Et je me souviens, je regardais ma montre comme ça et j'étais là, bon, quand est-ce qu'elle part? Ça fait une demi-heure, Lorraine, là, faut que tu y ailles, tu vois. Et en fait, à l'époque, j'avais pas pris le recul sur la pause. Alors, attends un petit peu, Sophie, parce que tu vas déjà très, très loin. On en est encore à quand tu as 8 ans, donc tu es au CE2. Non, il n'y a pas de souci, parce que c'est tellement incroyable déjà comment tu fonctionnes très, très vite. À 8 ans, donc, tu es quand même en primaire et tu as cette discipline, cette rigueur qui va un petit peu finalement être la seule période où tu vas pas te sentir finalement épanouie. Au top. Et pourtant, ce sont les années qui construisent et déjà programment ton après. C'est vrai. Donc, c'est assez incroyable de voir que durant tout ton primaire, en fait, tu as un petit peu subi cette scolarité qui était très rigide. Et ça, quand même, par rapport à l'élève et l'adulte, le médecin que tu es devenu après, il y a... Il y a un monde. Ah ouais, il y a un monde. C'est vrai. Mais tu vois, je me souviens, quand j'étais en CP, j'ai pas été dans les premières à lire vite, à bien lire, tu vois. Je me souviens que je faisais j'avais des moments d'études où c'était avec une dame qui me faisait lire. Parce que j'avais un peu plus de retard par rapport aux autres pour la lecture. Enfin, il y en a qui étaient allés plus vite que moi. Ou je me souviens aussi, c'est débile, mais en maternelle, tu vois, quand tu écrivais ton prénom, tu avais ceux qui écrivaient au crayon parce que tu pouvais te tromper, et ceux qui écrivaient au stylo. Et moi, je faisais pas partie des premières, tu vois. En fait, je te dis, j'ai pas été dans les premières, c'est à partir du fin du primaire et début collège que là, tu as commencé à te lâcher. Et tu dis, l'émotion qui prédominait cette période-là, c'était quoi, en fait, quand tu étais finalement en primaire? Tu parles de l'école privée?
Ouais, oui, quand tu étais à l'école privée, mais pas que l'école privée. Tu étais donc comment en fait? Quelle est l'émotion qui revenait le plus à cette période-là? Je pourrais pas te dire s'il y avait une émotion particulière. Comment tu te sentais? Comment à cette époque-là, comment tu te sentais? Comment tu étais? Bah, en tout cas, je sais que j'avais raconté à tout le monde que j'avais écrit un tube, une chanson. J'avais fait croire que j'allais sortir un single. En fait, mon rêve avec une copine du Ouais. primaire, c'était d'être chanteuse. Qui était aussi dans l'école privée? Ouais, qui était aussi Ouais. dans l'école privée, mais qui était partie dans d'autres écoles privées, mais on était OK. restées copines. OK. Et on avait dit qu'on allait sortir un single et un tube toutes les Ouais. deux. Et on voulait... et du coup, j'avais entendu à la radio le matin, parce que ma mère me déposait en voiture, la chanson « Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile ». Et du coup, j'avais chanté ça à un gars de ma classe en disant « C'est la chanson que j'ai inventée, le tube va sortir ». Et le gars avait cru, et puis... Quelques jours après, il m'avait dit « Ah non, t'es une menteuse, ma sœur, elle m'a dit que la chanson, elle existait déjà. » Excellent. Donc, j'avais un peu envie d'être une chanteuse, star, une star chanteuse, ouais. ouais. Mais sauf que j'ai fait une boom en CM1 ou CM2 où j'ai chanté dans le micro et tout le monde a rigolé et j'ai compris que je savais pas chanter, tu vois. Que tu pourrais pas chanter, qu'il fallait faire autre chose. Mais c'était vraiment la honte parce que vraiment, c'était un truc où tout le monde chantait et tout. Et tout le monde s'écoutait un peu, mais quand c'était moi, genre vraiment, c'était le fou rire intergalactique. Et j'étais en mode, bon, bah, c'est la fin de ma carrière, quoi, qui a pas commencé. Mais... qui a pas commencé, mais OK. Mais voilà. Si tu devais justement résumer ton enfance en 3 mots, tu choisirais lesquels? Je vais dire que j'ai été très choyée par mes parents. J'ai eu des parents qui étaient toujours là pour me protéger, pour me défendre, coûte que coûte. Ouais. C'était vraiment envers et contre tous. Donc, si notre fille a quelque chose, ben, on va la défendre. Beaucoup d'amour, ouais. Ouais, donc beaucoup d'amour, de protection, mais beaucoup d'attentes aussi de mes parents. C'est-à-dire que, voilà, les bulletins scolaires, c'était très important. Pourquoi t'as eu ci? Pourquoi t'as eu ça? Ouais. Et beaucoup dans la comparaison. Ah, mais je me souviens, il y avait une fille qui avait tout le temps des bonnes notes en dictée, par exemple. Elle s'appelait Cindy et c'était en mode « Ah, mais Cindy, pourquoi elle a eu mieux que toi ?» et tout. Okay. Donc, et ça, c'était ma mère qui était beaucoup comme ça. Dans la comparaison de pourquoi lui, il a réussi et pas toi. OK. Donc, un peu pas de compétition, mais un peu de si les autres ont pu le faire, pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Et puis, quand je disais, mais il y a machin qui a eu moins bien, il était là, mais on s'en fout de lui. Et toujours vers le haut, toujours cette exigence. Donc, déjà, quand même, t'étais un petit peu conditionné à voilà, il faut être excellent, il faut être, voilà, parmi les meilleurs. D'où ton côté un petit peu déjà perfectionniste et en plus qui a été cadré très rapidement dans ce privé et ta maman. Donc, ensuite, c'est quoi les 2 autres mots que tu choisirais? Je dirais quand même que, paradoxalement aussi, j'aimais beaucoup, encore une fois, jouer avec les autres enfants. J'allais beaucoup chez des copines, ou j'allais dormir chez des copines. J'étais invitée à plein d'anniversaires. Donc, et moi, je faisais aussi des anniversaires où j'invitais beaucoup de monde. Et ma mère disait, voilà, faut inviter le plus de personnes possible. Donc, ça a été toujours un truc très social. Où, tu vois, par exemple, en CM1, CM2, en fonction des jours de la semaine, on allait déjeuner les uns chez les autres. Et c'était les parents qui se relayaient pour... voilà. C'est fou comment tu as gardé ça, finalement, parce que tu dis, non seulement dans tes équipes, c'est comme ça que tu fonctionnes aussi, cette collaboration, parce que finalement, j'ai l'impression que ta mère t'a un petit peu donné ça, que t'as fait perdurer tout au long, parce que dans tes collaborations aussi, tu me parles de ton ami avec qui tu préparais des fiches, et j'ai l'impression que c'était quelque chose de très important, ton entourage, et de créer cette harmonie collaborative avec les gens. C'est vrai. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, quand j'allais à la bibliothèque pour bosser médecine, j'avais besoin d'être avec quelqu'un. J'avais besoin d'une présence de quelqu'un qui me... Alors, parfois, j'allais toute seule quand j'avais pas le choix, mais même parfois, je me souviens, je forçais mon frère, le pauvre, qui avait pas envie d'être à la bibliothèque, et je lui disais, tu restes avec moi pour avoir une présence. J'ai toujours eu besoin d'une présence, en fait, avec moi pour travailler. Je sais pas pourquoi. Ça t'ancre. Ça m'ancre, Oui, et puis tu as grandi avec ça, ta maman qui te dit justement, il faut inviter, il faut... voilà, donc ça faisait partie intégrante de votre façon de faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je te dis, j'ai toujours eu beaucoup de copines et j'ai toujours été invitée à dormir à droite à gauche, ou alors inviter des copines à droite à gauche, ou aller au jardin d'acclimatation ou des trucs comme ça. C'était vraiment
J'ai eu beaucoup de liens sociaux jeunes. Et je pense que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est très extraverti. Oui. Et j'adore, encore une fois, les autres et rencontrer des nouvelles personnes et tout. Je me nourris de ça. Donc, voilà. Et ton troisième mot pour résumer ton enfance? C'est compliqué parce que là, ça remonte à loin. Ouais. T'étais plutôt, je sais pas, donc rêveuse aussi. Ouais, j'étais rêveuse, mais en fait, tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que je regardais quand même beaucoup la télé, tu vois. Quand je pense à mon enfant, je pense à toutes les émissions ou tous les trucs que je regardais, par exemple Le Bus Magique ou Art Attack sur Disney Channel et tout. Et j'ai été vachement bercée par un peu toutes les émissions un peu Disney, La Cour de récré, etc. Et en fait, c'est fou, mais j'ai passé quand même beaucoup de temps devant la télé. Et aussi, mes parents, ils n'étaient pas toujours dispo. Donc, j'ai eu beaucoup de nounous ou mes grands-parents qui se sont occupés de moi. Et en fait, enfant, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup vu mes parents, tu vois. D'accord. Ils travaillaient dans quel domaine? Ma mère, elle était avocate à l'époque. Et mon père, il était ingénieur dans le pétrole. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 petits frères. Ok. Mais en fait, ma mère, elle a arrêté de travailler quand mon petit frère est venu en 2004. D'accord. Et donc là, j'ai eu vraiment ma mère à la maison qui était présente, etc. Mais c'est vrai qu'avant, je dirais pas que j'avais un sentiment d'abandon. Alors attends, 2004, c'est à quelle période? T'avais quel âge? 2004, j'étais en 6e, ou 5e, j'avais 11 ans, 12 ans. Donc en fait, école privée, ta maman n'est pas trop là? Ouais, mais ils sont là quand même pour le taf. Ils sont là, mais toi, tu le sens pas, en fait, elle travaille beaucoup. Et au collège, là où tout va mieux, maman est là. Ouais. Ok. C'est vrai. Et là, tu deviens un très bon élève. Ouais, mais après, ça a commencé en CM1, CM2. Ouais, ok. Et maman n'était pas là encore. Ok, d'accord. Mais tu t'es plus épanouie déjà à cet âge-là. Ouais. Ouais. C'est fou, hein, quand même. C'est important de comprendre comment, justement de manière inconsciente, à ce moment-là, cette période qui est charnière dans ta vie, hein, qui permet cette construction, etc., tu tombes dans une école privée, hein, parce que j'imagine que tes parents, comme tous les parents, veulent le meilleur pour les enfants et estimaient à ce moment-là que c'était le meilleur pour toi. Toi, tu le vis pas au top, mais il y a aussi maman qui travaille beaucoup. Collège, je change et d'un coup, je retrouve un peu mon énergie. C'est vrai. Donc, c'est intéressant de le remarquer. Quand tu étais plus jeune, tu te voyais comment, Sophie? Je me voyais comment? Je sais que j'ai toujours été un peu rigolote. Les gens, ils m'ont dit « Ah, t'es marrante, t'es rigolote ». Je suis un peu une gaffeuse parfois, sans faire exprès, parce que en fait, je suis quelqu'un de tellement spontané que parfois, je parle plus vite que ce que je pense, tu vois. Donc, je peux lâcher des bombes aussi. Et les gens sont en mode, purée, elle a pas dit ça. Ouais, si. Ça, c'est ma spécialité aussi. Bah voilà. Ouais. Mais par exemple, tu vois, je vais te parler encore de VGF, mais le VGF d'une de mes autres meilleures copines, on était chez elle. Et en fait, il y a une fille qui n'était pas invitée à le VGF qui me dit, alors le VGF, vous avancez bien dans l'organisation et tout. Et ma pote dont c'était le VGF, la destination, elle doit être secrète pour elle. Ah oui. Et en fait, j'ai balancé, ça va être à Marrakech. Ah oui, et là, classique. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais t'es trop bête. Et j'étais là, genre, oh purée, non, j'ai pas fait ça. Je connais bien cette phrase. J'ai pas fait ça. Si. Ok. En grandissant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as commencé à te dire sur toi? Honnêtement, on va dire que, en fait, comme j'ai grandi dans un univers où c'est jamais parfait, c'est jamais assez bien, et j'avais un problème de confiance en moi. Dans le sens où, quand j'avais, par exemple, un contrôle de maths au collège, typiquement, et là, c'était le moment le plus honteux de ma vie, j'étais sûre d'avoir raté. Et moi, j'étais un peu la référente de la classe au collège, en mode, si Sophie Hélène a raté, tout le monde a raté, tu vois. Et donc, j'étais là à dire, c'était trop dur, je sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas confiance en moi, tu vois. Et je le pensais vraiment que j'avais raté. Et donc, j'avais une copine, une de mes meilleures copines à l'époque, ses parents, ils avaient la boulangerie du quartier à côté du collège. Et donc, tous les parents qui passaient, la mère de ma pote, elle disait à tout le monde, ouais, Sophie, elle a raté, Sophie, elle a raté. Donc, tous les parents d'élèves étaient en mode, elle a raté. Et même mon père, il était passé à la boulangerie et il m'avait dit, alors comme ça, t'as raté le contrôle de maths et tout. Et j'étais en mode, ouais, bon, j'ai pas trop réussi. Et au final, j'ai eu 19. Et là,
j'étais pas contente de ma note parce qu'en fait, j'avais dit à tout le monde que j'avais foiré, tu vois. Et c'était horrible parce que du coup, les gens, ils me détestaient. Oui. C'était en mode purée, nanana. Et du coup, après, quand je disais que ça s'était pas bien passé et tout, plus personne me croyait, tu vois. Et, et du coup, j'ai appris à ne plus trop dire d'abord comment je me sentais par rapport à un examen. Oui, parce que c'était incohérent avec tes résultats. Mais toi, profondément, c'est ce que tu ressentais. Donc, en grandissant, tu as développé un petit peu ce que tu disais, ce manque de confiance en soi et de jamais être assez, finalement. Ouais. Parce que tu avais le sentiment de rater alors que après, tu avais de bonnes notes. Mais toi, au fond de toi, c'est vraiment ce que tu ressentais, quoi. Et donc après, j'ai appris à dire je sais pas. Comme ça, au moins, tu vois, je créais pas d'attente ou de choses comme ça. Mais ça, c'est un moment qui m'avait vraiment marquée. Et après, pendant mes études de médecine, en fait, je me suis rendu compte que j'avais réussi des étapes où personne s'attendait à ce que je réussisse. Tu vois, ma première année de médecine, mon père, il m'avait quand même dit tu veux pas faire un an de prépa là, une P0, un machin pour te préparer, parce que c'est dur la première année, tu vas pas y arriver et tout. Et en fait, j'y suis arrivée, mais comme quand les gens qui t'entourent croient pas en toi, c'est difficile de toi-même croire en toi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai toujours eu... Oui, parce qu'on projette les peurs. Ouais. Et en fait, ma mère, elle croyait tout le temps en moi. Ouais. Alors que mon père, il était un peu plus dans le critique, tu vois. Ok. Donc, ça a été un peu mitigé. Tu vois, il y avait une partie où j'étais en mode, je peux le faire, je vais y arriver. Et une partie était en mode, mais en fait, si j'y arrive pas, il aura raison, tu vois. Eh oui. Alors justement, qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu voyais pas avant ? Je comprends que, je peux avoir confiance en moi et que je suis capable, tu vois. Je suis arrivée, en fait, à toutes les étapes. Et on dit tout le temps, c'est dur. Par exemple, les premières gardes, tu vois, t'imagines que c'est un train va te passer dessus, etc. Et en fait, t'affrontes les choses et tu t'adaptes. Parce que tu les connais pas, on t'a raconté, un œil extérieur. Et en fait, les épreuves, je les ai toutes affrontées. Je suis encore là, je suis en entier. Et j'ai eu des choses perso très dures aussi, tu vois. Et en fait... À quelle période ? Pendant mon internat. L'internat, c'est donc... Après l'externat, c'est genre quand j'étais à Tours pendant mes 5 années et tout. D'accord. J'ai vécu des choses en dehors de l'hôpital sur le plan perso qui sont très violentes. Et pourtant, tu vois, ça m'a peut-être un peu ralenti dans ma progression, mais ça m'a pas empêché d'être là aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai eu des freins. Oui. J'ai eu des bâtons dans les roues de la vie. C'était mon expérience aussi en tant qu'humaine. Et malheureusement, ça m'a ralenti, mais ça m'a pas empêché d'être ce que je suis. Et je me suis pas... tu vois, j'ai pas fait de dépression, je me suis pas enfermée, j'ai pas tout arrêté, etc. Mais j'ai vécu des choses quand même très dures, tu vois. Tu me permets de te poser quelques questions ? Ouais. Quand tu dis j'ai vécu des choses très difficiles perso, c'est quoi ? C'est d'ordre sentimental ou... D'ordre sentimental. J'ai été avec un garçon qui m'a... Enfin, j'ai vécu des violences conjugales, en gros. Ok. Voilà. Et donc... Avec cette même personne ? Avec cette personne en question, qui n'est plus du coup dans ma vie et que je vois plus du tout. Mais donc forcément, ça fait un choc parce que tu vois, moi, c'était quand j'étais en médecine, j'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. Je me suis pas du tout développée dans cette partie-là parce que c'était pas dans mon équilibre de vie. J'avais pas encore ouvert cette porte et j'avais pas de temps pour les relations amoureuses. Donc quand j'étais étudiante, je faisais des dates par-ci par-là, des dîners, des petits bisous, mais rien de sérieux. Et ensuite. Avec ce gars-là, du coup, pendant mon internat, c'était une relation quand même de 1 an et demi. À ta première année ? Non, mon internat, au milieu de l'internat. D'accord, ok. Au milieu de l'internat. Et en fait, il s'avère que c'était quelqu'un qui était assez toxique, manipulateur, etc. Mais comme j'étais amoureuse, tu vois, je me suis laissée embarquer dans le truc jusqu'à que ce soit trop, quoi. Oui. La goutte qui déborde. Et ça, tu vois, j'en ai jamais parler à beaucoup de monde. C'est important de comprendre comment... Enfin, tu vois, ce que je te disais, la mission de l'école des leaders, c'est de comprendre l'humain derrière le leader que tu es devenu aujourd'hui. Alors, je sais que c'est toujours très douloureux, mais je pense réellement que ça aide de comprendre que oui, c'est vrai que de ce qu'on comprend, tu avais quand même des facilités à l'école. Tu étais quand même brillante, d'accord ?
Mais quand on a des facilités comme ça, on reste un humain avec une sensibilité, une fragilité, bien sûr. Que justement, parce qu'on m'étiquette comme excellente, bonne élève, je réussis, on ne me voit pas à un moment donné. On ne me voit pas et je ne m'autorise pas à affaiblir, à être vulnérable. Et parfois, la honte va nous envahir jusqu'à cacher des choses qu'on estime peut-être honteuses. C'est vrai. Et tu vois, cette période-là que tu traduis là, justement par des violences conjugales, c'est très juste de mettre des mots justes. Oui, c'est des violences conjugales aussi, quand on est en couple, pas forcément marié et qu'on subit des comportements toxiques et exactement. Et c'est important d'utiliser les bons mots. Bien sûr. Et comment tu as fait pour... ça a duré combien de temps ? La relation a duré 1 an et demi. Et après, pour me réparer... C'était dès le début, ça, Sophie? Non, ça a été insidieux. Au début, c'était... j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. J'ai vu des gens, j'ai vu des psychologues pour en parler, etc. J'en ai pas vu beaucoup des psychologues, mais j'ai fait quelques séances. Et en fait, c'est le psychologue lui-même, quand je racontais des événements de mon couple, qui me disait « mais ça, c'est une violence financière, ça, c'est une violence psychologique ». Oui. Pour comprendre comment il y avait eu la gradation de la violence au fur et à mesure de la relation. Et on va dire qu'au début, j'ai eu le love bombing, en mode « je suis une femme exceptionnelle, je suis fou amoureux de toi, etc. » Puis après, il y a eu de plus en plus le contrôle, la jalousie, et après la violence qui s'est installée. Et moi, la peur de décevoir, de mal faire, la peur de ces réactions, en fait, je savais plus quoi faire pour bien faire sans que je le heurte, sans qu'il puisse me montrer des visages de lui qui me faisaient peur. Et en fait, un jour, il y a eu un trop, et à partir de ce trop-là, ça a complètement coupé. J'ai complètement coupé. Le trop, c'est la violence a été trop... Trop loin. Trop loin. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand tu as vu que ça a été trop loin? Je me suis dit que au moins j'étais allée au bout du truc, tu vois. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc, on se séparait et il revenait avec des fleurs, des je vais t'inviter à dîner, etc. Et il me disait tout le temps qu'il allait changer, qu'il avait compris et qu'il est vraiment désolé. Et il se mettait vraiment dans un état de vulnérabilité où je me disais qu'il était sincère. Mais en fait, la fois d'après, c'était une gradation en plus. Et en fait, il y a un moment où moi, pour ma personne et tout, je me suis dit, je peux plus accepter ça. Et là, c'est trop. Et donc, j'ai décidé... et mes amis, mon entourage aussi me disaient que c'était dangereux et qu'ils avaient peur pour moi. Et quand j'ai entendu ces mots-là, quand tes amis te disent « j'ai peur pour toi », tu te dis « ok, là, ça commence à être bizarre, vraiment trop bizarre ». Et donc, là, j'ai décidé de couper et d'arrêter totalement. Ouais. Et là, lui a suivi? Après, j'ai eu quelques messages de tentatives de retour, etc. Mais après, j'ai tout bloqué et depuis, on a dû se recroiser 2-3 fois, mais sans aucune interaction verbale, en tout cas. Ça t'a changé depuis? Alors, ça m'a changé dans le sens où je vais être plus méfiante dans mes relations et je vais toujours être dans l'attente du moment où... mais ma relation d'après, par exemple, j'étais avec quelqu'un qui était à l'opposé, qui était hyper sain, hyper calme, hyper posé, hyper rangé. Monsieur parfait, tu vois. J'ai eu monsieur parfait après. Donc, on va dire que ça m'a rassurée d'être avec une personne comme ça. Et ça m'a fait du bien pour reprendre confiance. Dans une relation saine et épanouie, tu vois. Ouais, ok. Allez, je te laisse piocher 3 cartes ici, Sophie. Merci. Hop, 1, 2 et 3. Comme ça, on fait un peu le tour du monde. Ouais. Je te laisse les lire, chacune une après l'autre. Tu as des questions dessus. Tu lis la première et puis on y va. Ah ouais. C'est parti. J'aime bien ton ah ouais quand même. Ah ouais. C'est deep. Ouais.
Alors, vulnérabilité, à qui tu as du mal à montrer ta fragilité. Alors, j'ai commencé par à qui j'ai pas du mal. Ouais. Donc, on va dire que ma famille, mes parents, c'est safe zone. Parce que, en fait, je sais que dès que je suis en difficulté, je les appelle. Et en fait, j'ai un chaînon de solidarité, que ce soit mes frères, mes parents et tout. C'est vraiment, on se protège. Donc, j'ai ce côté un peu meute de loup où, voilà, on fait partie de la famille, on se protège. Avec mes amis proches aussi, moi, j'ai un côté très protectrice avec mes copines. Donc, en fait, tu attaques, moi, je peux mordre, alors que c'est pas moi qu'on a attaqué, mais c'est pour défendre ma meute, tu vois. À qui j'ai du mal, on va dire que ça va être au travail, en fait, tu vois. Parce que au travail, je vais pas avoir envie de montrer ma fragilité, parce que voilà, j'ai ma posture de médecin, je suis chef, j'ai des internes, j'ai les responsabilités des internes, j'ai la responsabilité des patients, j'ai des collègues qui sont au même niveau que moi, ou alors des chefs qui sont plus avancés, et puis ma chef de service et tout. Donc, je veux pas leur montrer. Mais quand je dis fragilité, moi, je pense à la psychologie, tu vois. Et donc, ma vulnérabilité psychologique, et tu vois, par exemple, les histoires de violence conjugale, c'était très difficile pendant mon internat de gérer ça, parce qu'il y a des nuits où où je dormais pas, où j'étais en pleurs, enfin vraiment j'étais dans tous mes états, mais j'ai jamais laissé rien transparaître au travail, à part une de mes co-internes, Caroline, qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui, à qui je racontais tout et qui comprenait ce que je vivais. Mais à mes supérieurs ou autres, je pouvais rien laisser transparaître, alors que ça a été très difficile, tu vois, d'allier les deux et de faire poker face au taf, en mode tout va bien dans ma vie, il se passe rien et j'ai pas de problème, tu vois. Donc on va dire que le plus, c'est au travail. C'est côté pro. Ouais, parce tu dormais bien, Sophie, quand tu étais plus jeune? Non. Non, même pas. Je me souviens parce que je me souviens que parfois, j'arrivais pas à dormir dans mon lit, et donc je prenais ma couette et mon oreiller et j'essayais de dormir sur le sol. Et j'arrivais pas. Et après, je retournais dans mon lit et je faisais des allers-retours. J'ai toujours eu des problèmes pour dormir. Pour le sommeil, Ouais, je m'en souviens que ça a été... Mais parce qu'en fait, je sais pas, j'étais trop excitée, j'avais trop de pensées qui m'envahissaient, etc. Mais on va dire que depuis que je suis chef, et même pendant mon internat, ça a été plus facile quand même de retrouver le sommeil. Mais il y a des moments où je peux pas contrôler, mais ça arrive beaucoup moins fréquemment que pendant mes études ou pendant le concours de l'internat. Là, c'était vraiment horrible, quoi. Pas dormir pendant 48 heures, c'était un enfer. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Donc, j'ai pas dormi 2 nuits de suite, en mode insomnie vraiment. Pas fermer l'œil de la nuit. Et le dernier soir, je m'étais couchée à 8 heures et je m'étais endormie à 8 heures du soir tellement j'étais morte, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, on va dire que la fragilité, je trouve... Mais parce qu'en fait, aussi, en même temps, c'est pas un univers qui est propice, tu vois. Bien sûr. Donc, oui, parce que tu dois gérer quand même une équipe, donc forcément... Et puis même sur les réseaux sociaux, tu vois, en vrai, forcément, parfois, tu vois, à l'hôpital, il y a des tensions, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Et donc, j'aimerais raconter tout ça, mais en fait... Je peux pas, parce que je veux pas montrer une mauvaise image et je veux pas faire de drama, je veux pas être la fouteuse de merde. Et puis c'est quelque chose que tu ne contrôles pas forcément. Oui. Donc ça peut aller dans une direction qui sera pas dans ton contrôle. Et ça peut être mal interprété aussi. Exactement, justement. Et ça, quand même, dans ton rôle, je comprends que tu fasses attention. Donc professionnel et hôpital et réseau, quoi. Alors, influence. Qui as-tu influencé sans forcément t'en rendre compte? Déjà, ton collègue qui a partagé ton compte, l'air de rien. Qui as-tu influencé sans forcément t'en rendre compte? C'est moi qui ai influencé? Oui, c'est toi qui influences finalement. Ah oui. Sans t'en rendre compte, parce que ce jeune, déjà, tu l'as influencé de par ce compte que tu as créé et il l'a partagé. Donc, c'est une sorte aussi d'influence. C'est vrai. Toi, tu penses à quoi, plus exactement? Moi, par exemple, ça m'arrive parfois d'avoir des internes qui arrivent et qui me disent tu sais, je t'ai suivi depuis le début de mes études de médecine et j'ai choisi radiologie grâce à toi. Ou, par exemple, tu vois, là, j'ai eu un accident au ski il y a 2 mois et demi. Non, 2 mois et... Ouais, à peu près 2-3 mois, je sais plus. Le 7 février, on est le combien? On est le 7 avril. Oui, voilà. Voilà, donc... et en gros... donc il y a 2 mois, oui. Et en gros, je sais que j'ai partagé mon accident sur les réseaux,
Ouais. Et il y a une mère de ma famille qui m'a dit « Ah, ma fille a vu que vous aviez eu tel accident au ski. Et bah, aujourd'hui, elle est rentrée du ski plus tôt parce qu'elle était fatiguée et qu'elle n'avait pas envie d'avoir un accident comme vous. » Ah ouais. Donc, en fait, parce que moi, en fait, mon accident de ski, j'ai raconté les détails, etc. Mais en fait, je suis allée skier. J'avais dit toute la semaine, je skie pas vendredi et samedi. Ouais. Et finalement, j'ai skié samedi parce que j'avais un pote qui était là pour pas longtemps. Ouais. J'étais fatiguée, j'avais mal dormi. Ok. Et donc, je m'étais ouais. dit, c'est la dernière piste et après j'arrête. Et vraiment, c'était la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. J'avais tiré sur la corde et je suis tombée. Okay. Et je me suis fait le ligament croisé, qui est quand même une petite malédiction, soit dit en passant, parce que bah, tu peux plus poser le pied à terre les premiers jours. Puis après, tu poses le pied à terre, mais tu as du mal à marcher. Enfin, il y a beaucoup de séances de kiné à faire et tout, et c'est très long. Et je vais devoir peut-être être opérée et ensuite faire des mois de kiné. Donc, c'est un long traitement. Ok. Et voilà, donc là, je pense que j'ai influencé des gens. Ouais. Et après, je dirais pas que j'ai influencé, mais je crée une connivence. C'est-à-dire que je vais parler d'un sujet et il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis trop d'accord avec toi. » Oui. Par rapport donc, à ça, où je me suis sentie tu vas comme toi, tu vois. influencer quand même. Bon, après, c'est vrai que sur les réseaux, forcément, c'est plus facile d'influencer. Ta question suivante? Yes. À quoi as-tu donné trop de temps? Alors, je pense que j'ai pas donné assez de temps à mes pauses quand je révisais mes concours de médecine les premières années. Ouais. Parce que j'avais tellement peur de perdre du temps que je faisais pas assez de pauses. Donc, j'ai donné trop de temps au travail et pas assez aux pauses. Ok. Et je pense que globalement, j'ai donné beaucoup de temps à mon travail, encore une fois, à l'hôpital et parfois au détriment de ma vie perso. Et je sais que j'ai pu décevoir des amis parce que j'ai pas pu venir à des anniversaires. Le travail, quoi. Parce que j'ai toujours mis en 1 le travail, en 2 la famille, en 3 les amis et en 4 les relations amoureuses, tu vois. Ok. Donc c'est un peu ma pyramide. Et c'est vrai que du coup, je sais qu'il y a des amis qui me disent là en ce moment on se voit pas assez, t'es jamais dispo. Donc ça, tu sens que c'est ce sur quoi tu mets trop de temps. Tu donnes trop de temps. Ouais. Ok. Enfin, c'est ce qu'on me reproche. Ouais. 2 autres ici, s'il te plaît, Sophie. Allez. Ah ben voilà. Allez, c'était cadeau. Alors, regrettes-tu du temps perdu? Oui et non, parce qu'en fait, pour moi, le temps perdu, c'est du temps de ma vie où j'ai perdu ce temps, mais en même temps, ce temps m'a permis d'apprendre que c'était une perte de temps. Tu vois? Tu peux pas savoir que c'est une perte de temps tant que tu l'as pas fait. Bien sûr. Et donc, pour moi, chaque expérience est bonne à prendre et te construit. Et je crois en mon destin, même si c'est un peu bête parce que c'est moi qui construis mon destin. Mais je pense que le temps perdu m'a permis de gagner du temps ailleurs, tu vois. Je me dis, ça se perd là, mais ça se gagne ailleurs. Et je pense que quoi qu'il, de toute façon, tu avances dans ta vie. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de temps perdu. Et c'est plus du temps qui a été peut-être un peu plus long. Ou, investi différemment, comme ce que tu disais. Comme ce que tu disais, le travail, les études, voilà, c'était pas du temps perdu, même si c'était du temps en moins avec les amis. Oui, et puis t'investis sur toi-même, tu vois. Par exemple, là, par exemple, j'aurais pu décider depuis mai 2025 de partir dans un cabinet privé parce que j'ai fini mon clinica. J'ai validé mon secteur 2, donc je peux faire ce que je veux en libéral. Mais je décide d'investir encore du temps à l'hôpital parce que je pense que ça va me permettre d'être encore plus forte, de me grandir et de faire encore plus mes armes pour plus tard, tu vois. Et donc, je veux acquérir le plus d'expérience possible à l'hôpital pour m'enrichir. Et ensuite, après, je me sentirai légitime, apte à partir dans le truc. Encore toujours le même mécanisme qui revient, c'est-à-dire faut que je sois quand même dans la perfection, parmi les meilleurs, l'exigence. C'est super, hein, mais tu vois, ça revient. Alors que là, si tu l'as validé, tu pourrais. Oui. Mais il faut que ce soit parce que comme je me sens pas prête. Voilà. Tu vois. Et c'est vrai, on se sent pas assez prêt. En fait, c'est ça, je me sens jamais assez prête. Qu'est-ce que tu as fait quand même et quand tu n'en avais pas envie? Les gardes. Franchement, j'ai jamais aimé les gardes. Et je me souviens, il y a une fois quand j'étais externe, je suis allée à une garde en traînant les pieds. Et en fait, je traînais. Et puis là, il s'est mis à me pleuvoir dessus. Et en fait, j'étais en mode... c'est une vie de merde, quoi.
Et en fait, ce qui est dur avec les gardes, c'est que comme tu passes la nuit à l'hôpital, le temps, il est comme suspendu, t'as pas dormi de la nuit. Et le lendemain, t'es un peu dans un état vaseux, t'essayes quand même de profiter de ta journée parce que c'est une journée que t'as en temps Surtout libre. toi, qui manquait déjà de sommeil. Ça Ouais. devait être très dur Ouais. de gérer justement ces... Et le pire, c'est quand je faisais une insomnie avant une garde Ah parce ouais. que j'étais stressée Ah ouais, de la là, garde. ouais, Et là, là, c'était Et tu tenais. horrible. Ouais. Ouais, enfin, tu t'es pas ménagé. Non, mais après, voilà, t'apprends à serrer les dents hein, en médecine de toute T'apprends à façon. serrer les dents, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as vraiment pris conscience de « Ok, j'ai cette problématique-là, c'est mon énergie. Mon énergie, elle est ce qu'elle est. Je suis pas là en train de me victimiser. Par contre, j'essaie d'en tenir compte. C'est-à-dire que j'ai une problématique du sommeil. Mon énergie, j'ai besoin de la répartir correctement. Aujourd'hui, j'ai conscience de ça et je fais avec. » Et puis même aussi, par exemple, je sais que, encore une fois, quand j'ai besoin de prendre l'air, je prends l'air. Tu vois ? Par exemple, je sais que je préfère poser une journée, par exemple, pour faire un tournage comme ici, et poser un jour de vacances. Mais au moins, quand je viens ici, je suis pas dans le rush de après, je dois retourner à l'hôpital, je dois finir mes scanners, il y a une vacation qui tourne, etc. Je ne fais pas deux choses à la fois. Oui, maintenant, tu peux te permettre. Voilà, où je suis là, où je suis là-bas, mais je suis là où je suis et j'essaye d'être ancrée dans le moment présent et dans ce que je fais et de pas être dans plusieurs endroits en même temps, tu vois. Oui. Mais tu l'as fait quand c'était nécessaire, mais maintenant tu privilégies quand même ton bien-être malgré tout pour faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en vrai, on va dire que là, ce que j'aime le moins, et encore aujourd'hui, je fais des gardes. Mais c'est vrai que c'est pas ma passion de faire des gardes parce que c'est surtout le week-end, parce que tu passes 24 heures à l'hôpital, c'est-à-dire que tu commences le dimanche matin à 9h, tu finis le lundi matin à 9h, tu dors à l'hôpital, tu manges à l'hôpital, tu passes 24 heures de ta vie à l'hôpital et à la fin, tu te sens vidé, rincé. Et moi, je déprime un peu. Et j'ai des copines à qui j'en ai parlé qui me disent, moi aussi, après une garde, je suis aigrie, je suis de mauvaise humeur. Oui, parce que ton énergie change, parce que ton corps, physiologiquement, déjà, il est un petit peu violenté sur le cycle naturel. Donc, c'est normal que derrière, tu aies des effets seconds qui t'amènent parfois à broyer un peu du noir, quoi, à te dire, wow, ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui. Tu broies du noir, tu vois plus la vie pareil. Parfois, tu te poses des questions sur le sens de la vie. C'est ça, c'est une logique. Voilà. Bah, les gardes, on va dire que c'est vraiment des choses que j'aime pas trop. Allez, 2 dernières ici, Sophie. Allez. Une là et celle-là. Allez. Cohérence. Y a-t-il un moment où tu n'as pas été aligné avec tes propres valeurs ? Honnêtement, je pense que je défends beaucoup mes valeurs sur les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, ma valeur, c'est le respect du temps de travail des internes. Donc, même si je suis plus interne aujourd'hui, tu vois, je continue à communiquer là-dessus. L'amélioration des conditions des gens à l'hôpital, j'en parle tout le temps et j'essaie de sensibiliser le grand public là-dessus parce que c'est mes valeurs. Donc, je suis alignée avec ces valeurs-là. Il y a des moments où j'ai pas été alignée avec mes propres valeurs. Peut-être ta période, justement, avec... tes douleurs dont tu parlais avec ta relation toxique, en fait, avec cette personne. Peut-être que là, justement, tu n'étais plus alignée avec tes valeurs, avec toi. Ouais, mais en fait, moi, j'étais toujours moi, tu vois, mais c'est juste que je me suis laissée faire et en prise dans un engrenage avec quelque chose qui était complètement irrationnel, c'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un et que tu crois au futur avec cette personne. Donc oui, peut-être que en fait, si j'avais pris du recul, je me serais dit plutôt mais fuis et prends tes jambes à ton cou. Oui, peut-être que voilà, tu vois, à ce moment-là, je n'étais pas alignée avec moi-même, je pense. Alors, alignement, t'arrive-t-il encore de te trahir ? Je pense que parfois, tu vois, je me dis, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, et je vais trouver du temps pour faire ci ou pour faire ça. Tu vois, pour moi, dans un monde parfait, dans mon monde parfait imaginaire, tu vois, je dédierais une journée par semaine à la création de contenu sur les réseaux sociaux, et je me dirais, voilà, là, de je sais pas quelle heure à je sais pas quelle heure, je me prends un créneau de 3 heures et je fais 4-5 vidéos, et après, je vais les monter, je vais le faire. Et en fait, je me dis tout le temps, je vais le faire, et je le fais jamais, tu vois, mais parce que
C'est pas que j'ai pas la motivation, c'est que j'ai du mal à passer à l'action parce qu'en fait, j'ai toujours d'autres trucs. Mais Tu oui, vois, là, je suis en train d'écrire un bouquin. Et donc, c'est vrai que la priorité pour moi, c'est d'avancer dans mon ouais, bouquin parce que faut j'ai envie de savoir transmettre. prioriser. Il faut savoir Ouais, prioriser. c'est ça. Mais du coup, je me trahis un peu parce que, en fait, il y a le moi que j'aimerais être. Mhm. Et tu vois, moi, mon truc idéal, ce serait de poster une vidéo par jour sur les réseaux, de toujours être au top pour poster. Parce que moi, tu vois, je fais pas de contenu si j'ai pas bien dormi, si je suis pas de bonne humeur, si je suis pas Ouais, bien et si j'ai pas d'énergie, il faut que j'en ai envie. Parce que pour ouais. moi, les réseaux, c'est un hobby, c'est du kiff. Et j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Mhm. Mais en même temps, j'admire tous les créateurs qui font du contenu tous les jours, qui sont réguliers, qui font du contenu de qualité. Et par contre, tu vois, ce que je me promets, c'est de jamais faire du contenu gnangnan pour faire du contenu. Ouais. J'ai pas envie de poster pour poster, Bien sûr. mais je préfère poster sporadiquement parce que j'ai pris le temps et parce que j'ai un message à délivrer qui est important. Et parce que j'estime comprends. que ce message, il va avoir une portée. Je comprends. Mais je vois plein de créateurs que j'adore et pour ce qu'ils sont, mais je trouve que parfois leur contenu, ils leur font perdre de la crédibilité parce qu'ils vont s'abaisser à faire plaisir à l'algorithme qui nous demande toujours de poster plus. Ouais. Donc, OK, Instagram, il est content. Mais toi, au final, Mhm. c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais tu t'affiches un peu Oui. à montrer des trucs débiles alors que tu es quand même un professionnel de santé qui doit faire des contenus intelligents, tu vois. Oui, toi, c'est très important d'être aligné. Donc, je vais jamais dire il fait beau aujourd'hui, oui, le finalement, soleil est jaune. tu te trahis pas, hein, Sophie, là. Ouais. Enfin, tu as l'impression de te trahir, mais tu sais, c'est... je vais essayer de te traduire et tu me diras si ça résonne en toi. Tu as l'impression de te trahir parce que la Sophie, justement, perfectionniste et qui anticipe tout et qui arrive justement à trouver ce temps-là, encore une fois, sur ça, elle aimerait bien pouvoir justement se discipliner. Voilà. Mais le mieux est l'ennemi du bien, donc oui, c'est peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, quand tu postes, c'est qualitatif et je pense que c'est le plus important et ça correspond plus à ton alignement personnel et à toi. Ouais, donc, j'ai pas l'impression que pour le coup, tu te trahisses là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est juste que ton exigence de je peux faire mieux, je peux le faire, mais à un moment donné, on peut pas tout faire. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça, je pense que tu utilises ce mot, me trahir un petit peu. Ouais. En fait, c'est quand je me dis je vais faire quelque chose et que j'ai pas le temps ou que je me fais dépasser par le truc. C'est ça. Et du coup, ça suscite ton angoisse naturelle. Ouais. Mais c'est OK. Oui. C'est OK. Ouais, franchement, tu sais, quand tu deviens aussi parent, enseignant, on a une exigence incroyable et ce perfectionnisme, très souvent, tu vois, il vient te ronger parfois. Et je me répète tout le temps, le mieux est l'ennemi du bien. Tu sais, moi aussi, quand je crée mes contenus et que je vois ma tête ou que je me dis non. Moi, le plus important, c'est ce que je veux dire, comment je le dis. C'est sûr, je pourrais faire mieux. Mais l'essentiel, la chose non négociable avec moi, c'est quand je poste quelque chose, c'est que c'est aligné avec vraiment ce que je veux dire. C'est ma seule... Avec mon message. Je pourrais toujours l'améliorer, mais ça, c'est non négociable. Et c'est un peu ce que tu viens de dire quand tu dis, ouais, c'est un petit peu frustrant de voir que d'autres avancent, mais moi, je pourrais pas faire ça parce que je suis pas alignée là-dessus. Donc, non, tu te trahis pas. Mais après, tu vois, par exemple, je sais que je peux faire des choses parfois que d'autres vont pas aimer et qui vont mal réagir. Mais en fait, je me dis, ouais, mais moi, j'ai envie de le dire et je le fais, tant pis. Tu vois. Donc, tu es très alignée finalement. Ouais. C'est juste ton exigence qui t'amène à traduire cette trahison. Sophie, quelle est la chose essentielle justement pour toi que la vie t'a apprise mais que l'école ne t'a pas appris? Alors, l'école, elle m'a pas appris l'éducation financière. Ok. Donc, tu vois, moi, quand j'ai été externe, je vivais chez mes parents, dans le même endroit. Donc, j'avais pas à me préoccuper de la nourriture. Donc, j'étais dans un confort luxe, entre guillemets. J'avais pas à me préoccuper de faire les courses, de faire le ménage, de ranger, de faire le linge, etc. Donc, tout ça, je savais même pas ce que c'était de vivre seule, tu vois. Et quand je suis arrivée interne à Tours et que j'étais toute seule, là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me fasse à manger, qu'il fallait que je fasse les courses, qu'il fallait que j'apprenne à faire des machines à laver le linge, etc., à faire le ménage. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris tardivement parce que j'ai été protégée par ma famille. J'étais un peu dans un cocon.
Mais aussi, c'était gérer mon argent. Parce que moi, quand j'ai eu mes premiers salaires d'interne, j'étais en mode, ça y est, je suis Crésus. Alors, j'ai claqué mon argent dans des restaurants, des voyages, des fringues. Tu vois, j'adorais certaines marques où le pantalon, c'est 100 €, le pull, c'est 150 €. Mais je me disais, c'est pas grave, j'ai l'argent. Sauf que du coup, j'ai pas appris à épargner et à faire le petit écureuil. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait parce que parfois, quand j'étais ma première année ou peut-être la deuxième année, je sais plus, mais je sais qu'au début de mon internat, j'ai été en négatif sur mon compte, tu vois, parce que je savais pas gérer l'argent. Et parce qu'on m'avait jamais appris à gérer. Et mon premier salaire d'interne, c'était 1 500 €. Hein, c'était pas non rappelons-le, plus, c'est important aussi. Oui, hein. c'était 1 500 €. Donc, mais pour autant moi, d'études pour au final, au début, commencer comme ça. Je suis toujours très admirative et un petit peu, tu vois. Ouais, mais pour moi, à l'époque, c'était génial. Bah tu vois. oui, au début. Mais j'avais 24 ans, je pense, à ce moment-là. C'était en 2017. Donc, novembre 2017, première paye, 1 500 €. Et puis, la première année d'Internet, je fais pas de garde en radiologie. Donc, j'avais pas de complément de salaire, tu vois. C'était vraiment 1 500 €, ça tombe comme ça. Et c'est après, en fait, en discutant avec les gens, en voyant comment d'autres personnes géraient leur argent. Parfois, tu vois, j'ai des copines, quand j'organisais des dîners dans des restos, elles voulaient pas venir, elles venaient après parce qu'elles voulaient mettre de l'argent de côté et je les comprenais pas. Et je me disais, mais elle est radine, c'est pas possible. Et en fait, juste, tu vois, cette copine-là, elle avait pas eu beaucoup d'argent quand elle était jeune. Elle était normande, elle est arrivée à Paris et tout. Mais elle avait appris à épargner. Et tu vois, elle a acheté son premier appartement avec ses économies. Et elle a appris à investir. Et ça, c'est des choses qu'on t'apprend pas à l'école. Et c'est des choses qu'on t'apprend pas en médecine non plus, à gérer l'argent. Et même, tu vois, comment tu gères un cabinet médical, comment tu rémunères tes secrétaires, comment tu achètes ton matériel. Donc, tout ça, tu as dû vraiment l'apprendre toute seule et sur le tas. Tu l'apprends tout seul et sur le tas. Et même la bourse, tu vois. Moi, j'ai appris, du coup, comment ça fonctionnait. Qu'est-ce que c'était une action Je savais même pas ce que c'était une action à la fin de mon internat, tu vois, parce qu'on te parle jamais d'argent dans les cours de médecine. Et même, tu vois, on te parle un peu, par exemple, dans une consultation chez le médecin généraliste, quelle est la part de machin, mais j'ai oublié, tu vois. Mais au final, c'est pas... en tout cas, l'éducation financière, je l'ai pas eue à l'école. Tu l'as apprise vraiment sur le tas. Ouais, et maintenant... Et pas de tes parents non plus. Et pas de mes parents non plus, mais mon père m'a engueulée en me disant mais tu fais n'importe quoi, tu claques ta thune n'importe comment, tu brûles tout ce que t'as. Mais il t'a pas donné non plus les clés, en fait. Il pensait que ça allait être naturel. Ouais, tu vois. Que t'allais suivre un petit peu le modèle. Mais après, modèle. voilà, quand j'ai vu que j'avais des potes, par exemple, qui mettaient 200 € tous les mois sur un livret A, qui plaçaient leur argent en bourse, etc., j'ai commencé à me dire, bon, bah, ok, ce serait peut-être bien que je m'intéresse. Mais là même en politique, hein, tu sais, moi, quand je suis sortie des études de médecine, j'avais jamais, du concours de l'internat, j'étais jamais allée voter. Parce que pour moi, la priorité, c'était mon taf, c'était mes concours, etc. Puis, que ce soit François Hollande président ou Nicolas Sarkozy ou n'importe qui, je m'en fichais, tu vois. Moi, le but, c'était de réussir mes études. Qu'est-ce que tu aimerais, justement, que les jeunes comprennent plus tôt ? Tu parles des jeunes en général ou des jeunes en médecine si tu veux bifurquer sur les jeunes en médecine, tu peux. Non, mais en général. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est, ce que les jeunes comprennent plus tôt. Il y a plein de choses, hein, mais peut-être. Moi, ce que j'ai, ou des erreurs par rapport à des erreurs que j'ai pu faire, par exemple, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué à exprimer, mais en fait, c'est pas grave si tu as eu par exemple, tu vois, moi, avec les études de médecine, il y a des gens qui ont peut-être un peu été jaloux de moi et de ma réussite et du coup, qui se sont énervés contre moi et qui m'ont tourné le dos ou qui m'ont fait des reproches. Et moi, au début, je m'excusais parce que j'étais pas dispo, parce qu'ils me disaient que j'étais pas une assez bonne amie, etc. Et en fait, j'ai compris que ces personnes, elles voulaient pas forcément mon bien, parce qu'après, j'ai eu d'autres amis qui étaient en mode, mais courage, on comprend, on t'aime comme t'es, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est si quelqu'un te diminue dans ton énergie, ou si, par exemple, tu vois, mon ex, il me disait, quand j'allais voir ses potes, te la ramène pas trop et tout. J'étais là, mais je me la ramène jamais, je vais jamais raconter tous mes trucs et tout si on me pose pas de questions. Et je suis quelqu'un qui est pas dans je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis la plus forte. Je suis plus quelqu'un qui est comme tout le monde, tu vois.
Et parfois, on a cherché un peu à me diminuer ou à éteindre un peu ma lumière. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens, s'il y a des gens comme ça dans votre entourage, même si c'est dur, vaut mieux les laisser partir. Ouais, c'est pas grave ou de partir les de perdre. soi-même, c'est pas grave. Et j'ai vu une étude récente qui disait, tu vois, dans la vie, tu rencontres plein de gens, tu as des amitiés. Il disait le cap de l'amitié, c'est 7 ans. Et si tu as une amitié qui dure plus de 7 ans, bah, sûrement, ça va être une amitié à vie, tu vois. Et moi, j'ai gardé des amis du primaire, j'ai gardé des amis du collège, du lycée, avec qui je suis plus ou moins proche, mais on continue à rester en contact. Et en fait, jamais une de ces personnes n'a, en tout cas, critiqué ce que je faisais ou cherché à éteindre. Mais par contre, dans mon parcours, tu vois, j'ai une copine, par exemple, quand j'avais sorti mon livre, mon premier livre en mai 2024, j'étais trop contente. Donc, j'avais organisé des séances dédicaces et tout, des événements. Et puis, j'en parlais beaucoup sur les réseaux parce que je faisais la promotion de mon livre et j'étais trop fière, tu vois. Et elle me disait, décentre un peu sur ton livre, tu fais que d'en parler. Et en fait, elle est venue à 2 de mes séances dédicaces. Elle est restée 5 minutes et elle est partie à chaque fois. Et il y a une fois où elle m'a reproché de pas être dispo pour elle à cette séance dédicace alors qu'il y avait presque 50, 60 personnes. Donc, je pouvais pas prendre un verre avec elle à ce moment-là, quoi. Et elle m'a reproché de pas être disponible pour elle. Et tu vois, elle m'a acheté aucun livre alors qu'il y a des gens que j'avais pas vus depuis 3-4 ans qui sont venus et qui m'ont pris un livre. Et donc, cette personne-là, je m'en suis éloignée parce qu'en fait, je me suis dit, c'est pas une énergie positive et en fait, elle me fait me sentir mal. Alors que très important ce que tu dis, justement. C'est vrai, Sophie, et je te coupe là-dessus, mais c'est tellement, tellement important, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui qui partent, voilà, en pensant être loyal, en fait, gardent des personnes qui, visiblement, ne sont pas là pour les tirer vers le haut, en fait, et pour accepter cette lumière, et vont les diminuer, et puis à un moment donné, il va y avoir cette cassure. Et les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup ces problématiques-là et c'est pas assez vulgarisé en fait. Je trouve que tu as raison de le souligner parce que le fait de dire bah en fait c'est pas grave si tel ami que tu estimais te voit pas de la même manière qu'il faut, de la bonne manière et qu'elle part, c'est pas grave. Parce que j'ai évolué aussi, tu vois, quand j'ai rencontré cette personne. Bah, mon compte Instagram, il était tout petit. Et puis après, mon compte Instagram, il a grossi. Et c'est vrai que j'ai été assez médiatisée par rapport à la sortie de mon livre. Et il y en a qui l'ont... Enfin, elle, je sais qu'elle l'a mal vécu, entre guillemets, alors que j'avais pas changé, tu vois. Mais après, tu vois, je l'ai vécu très tôt, ça, parce que mon concours de première année de médecine, il y avait une copine qui était la fille de la boulangère de mon collège, qui était une de mes meilleures copines de l'époque. Bah, elle m'a reproché, tu vois, de m'être enfermée et tout. Que j'allais justement te demander, parce que c'est vrai, tu es beaucoup entourée, mais tu as quand même une position, il faut le dire. Moi, je fais très attention aux enfants aussi qui réussissent, qui sont sages, qui sont dociles et qui avancent, tu sais. Très souvent, ceux-là, on les regarde plus. Et parfois, on les jalouse beaucoup, alors que c'est pas justifié. Et j'allais justement te demander, parce que tu aimes être entourée, tu aimes, t'as quand même une valeur importante pour l'amitié. Et j'allais te demander, j'allais te dire, mais t'as pas connu justement beaucoup de jalousie pour quelqu'un qui réussit et qui aime être entouré? Et en fait, donc cette fille qui était... J'en ai eu quelques-uns. En fait, on va dire que j'en ai peut-être eu 7-8, tu vois, je dirais une dizaine. Mais ça a été plus des filles que des garçons. Garçons, j'en ai eu un. Et le reste, c'était des filles. Et donc, la première fois que ça m'est arrivé, justement, c'était cette fille-là qui était, je me souviens à l'époque, dans une école hôtelière en Suisse et après qui était partie faire des stages dans des hôtels, bref. Mais... En fait, tu vois, elle m'avait déjà dit... En fait, je me souviens, c'était la deuxième partie, parce que tu sais, en médecine, la première année, tu as le premier semestre où tu passes un concours. Et après, tu as d'autres matières, tu as le deuxième semestre où tu passes le deuxième concours. Et c'est la somme, la moyenne des deux classements qui te donne ton classement final. Moi, j'avais eu le premier semestre, j'étais 400 et quelques. Donc, et la limite pour passer, c'était genre 350. Donc, j'étais juste derrière la limite. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a cette fille dont je suis toujours amie, qui est cardiologue maintenant, celle avec qui je faisais les fiches, Amélie. On était en première année toutes les deux. Et elle était dans la même classement que moi, primante aussi. Et moi, j'étais désespérée. J'étais en mode, je vais jamais y arriver comme d'habitude. C'est la Bérésina.
Et Amélie me regarde, elle me fait « Non, on va y arriver, on va le faire ». Et c'est elle qui m'a rappelé ce moment-là. Elle m'a dit « Tu te souviens le moment où je t'avais dit on va y arriver et tout ?» On l'a eu. Et puis après ça, j'avais du coup cette amie du collège qui 2 semaines avant ou 3 semaines avant mes concours avait eu la bonne idée de me dire tu me saoules, tu parles que de médecine tout le temps, ta vie c'est médecine, t'es pas une vraie amie, je te considère plus comme une amie, etc. Et en fait, je me souviens, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et j'étais tellement blessée de pas me sentir soutenue. Et là, je me suis sentie trahie parce que je me suis dit mais c'est ma copine, elle devrait être fière de moi, elle devrait m'encourager, elle devrait comprendre. Et je comprenais pas pourquoi elle comprenait pas que je préparais le concours de ma vie. Parce que désolée, mais ça détermine ta carrière et le reste de ta vie. Clairement. Et sinon, qu'est-ce que j'allais faire comme tous ceux qui doivent partir en Roumanie faire médecine ou en Espagne parce que c'est leur vocation et parce qu'ils ont ça au fond de leur cœur, tu vois. Donc, ouais, désolée, ça allait changer ma vie. Donc, j'investissais et je mettais toutes les chances de mon côté. Et cette fille-là, du coup, quand elle m'a dit ça m'a tellement fait de la peine que je me souviens, pendant 3-4 jours, j'arrivais plus à travailler. J'avais été genre tétanisée et hyper affectée et j'avais les concours 3 semaines après. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon portable, je l'ai donné à mes parents. Je leur ai dit, vous l'éteignez, vous le rangez dans un placard. Je ne veux plus avoir aucun contact avec le monde extérieur. Je ne veux plus que personne du monde extérieur puisse avoir un impact sur mon travail et sur moi, en fait, puisse me toucher. Tu vois. Ah ouais, donc c'était déjà fort, waouh. Ouais. Et tu as réussi à faire ça, en fait. Oui, et en fait, après, je l'ai revue. Je lui ai pardonné, pardon, et elle a soi-disant compris, mais tu vois, quand elle m'a dit « je suis désolée », c'était un désolé qui n'était pas sincère. Oui, c'était un désolé, Et en fait, après, elle a été jalouse pour d'autres trucs qui n'étaient pas de l'ordre médical, et là, je me suis dit, en fait, c'est une personne qui est juste jalouse parce que je suis différente d'elle et qu'elle n'accepte pas, en fait, que quelqu'un... Mais elle était jalouse aussi d'une autre copine, et je pense que c'était quelqu'un, au fond, qui était jalouse et qui n'était pas bien avec elle-même. Et donc, comme elle était pas bien dans sa peau, et elle nous le faisait sentir, tu vois. Et je me suis éloignée d'elle et maintenant, elle fait sa vie. Donc, c'est pas grave, c'est OK si on perd des personnes. C'est pas grave s'il y a des gens s'il y a des gens qui sortent de notre vie, mais ils sont là à un moment pour une raison. Exactement. Mais en fait, il y a un moment où quand nous, ça nous heurte et que ça nous empêche d'avancer. On se sent plus aligné, il faut lâcher. Faut lâcher. Est-ce qu'il y a une matière que tu aimerais retrouver à l'école, si tu pouvais en ajouter une ou deux? Ajouter une matière? Et ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'aurais adoré, jeune, avoir une matière sur la finance. Ouais, l'éducation financière, irrévocablement. Déjà, petite, t'apprends ce que c'est un plan, un livret A, à quoi ça sert, un plan d'épargne et d'action, à quoi ça sert, c'est quoi la bourse et tout. T'as ceux qui font ES, je crois qu'ils apprennent un peu, tu vois. Mais moi, je pense que... nous dire une vraie éducation financière liée à la vie, à la gestion. Mais déjà, comment tu fais une déclaration d'impôt, à quoi ça sert de payer des impôts, c'est ça. Où partent nos impôts, gérer ta vie, qu'est-ce que le budget de l'État, tu vois. C'est ça. Il y a une partie qui part dans la santé, une partie qui part dans les armées, une partie qui part dans la sécurité. Comment on gère l'argent d'un État. Apprendre à investir. Voilà, apprendre à investir. Ça, je pense que j'aurais aimé savoir. Donc, un cours sur l'éducation financière déjà. L'immobilier, les marchés de l'immobilier, etc. Je pense que... Parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Bien sûr, donc, pour moi, c'est la base. Qu'est-ce que l'inflation? Comprendre pourquoi les prix augmentent. Tu vois, moi, l'autre fois, quand je suis allée j'ai vu que le beurre, il était 7 € un morceau de beurre. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça dans un magasin dans le 7e. J'étais choquée. Ouais, alors c'est vrai qu'à Paris, sur Paris, il y a des tarifs différents, mais dans le sud aussi. Moi, j'avais vu les tomates à 6,95. J'ai dit, c'est hors de prix. 6,95. Mais même parfois, moi, quand je sors du supermarché, j'ai acheté 3 trucs et j'en ai pour 40 balles. Je suis là, tu vois, tu te dis, c'est pas possible. Même les rouleaux de papier de toilette, c'est cher. Ah oui, la lessive, elle coûte cher. 8 € un truc de lessive. Ouais, donc la gestion devient, l'apprentissage de la gestion économique de ses finances, elle devient urgente. Voilà. Alors, pour revenir aux compétences, à l'intelligence émotionnelle, quelles compétences émotionnelles tu penses qu'on devrait apprendre aussi très tôt? L'empathie. L'empathie. Ouais, se mettre à la place de l'autre. Alors, en médecine, il y a une matière qui vient des États-Unis qui s'appelle la médecine narrative. Et en fait, la médecine narrative, c'est tu vas lire des textes qui ont été écrits par des patients sur leurs maladies et qui racontent les maladies. Et donc, ça te permet de te mettre dans la peau du patient. D'accord. Et je pense qu'on devrait plus apprendre à respecter les autres, à être bienveillant envers les autres, à être un bon humain, tu vois ce que je veux dire, à être quelqu'un de respectueux et d'être le plus vivable et le plus civilisé et
le meilleur citoyen possible, tu vois. Ouais. C'est toujours en lien avec l'autre, hein. Ah ouais? Oui. Ouais, je sais pas. Oui, et puis déjà ton métier, hein, Ouais. faut aimer quand même l'autre, et c'est encore en lien en fait l'empathie. Mais toi, t'aurais imaginé quoi, par exemple, parce que Dans tu dis que c'est en lien avec l'autre, mais qu'est-ce que t'aurais imaginé? Qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autre comme réponse, par exemple? Ah non, il n'y a pas d'autres réponses, mais moi, c'est clair que développer l'intelligence émotionnelle, ça passe déjà par l'empathie, ça c'est clair. Et puis, il y a énormément de choses que apprendre à ressentir, tu vois. Mais c'est vrai que l'empathie, c'est la base, parce que C'est la base. une fois que tu as cette compétence émotionnelle, bah déjà, tu arrives à collaborer, à créer une vie harmonieuse, en collaboration, en collectivité. Et l'air de rien, ça change tellement la donne et le monde. Bien sûr. Donc, bien sûr que c'est une compétence, mais Et de clairement. comprendre les autres, pourquoi ils agissent Absolument. comme ça. Et aussi, parfois, à pas s'offusquer, tu vois. Par exemple, si quelqu'un réagit comme ça, parfois, c'est pas contre toi, mais c'est parce que, en fait, lui, il est dans tel contexte, telle circonstance, telle période de sa vie qui fait que, bah, il est peut-être pas prêt à avoir des émotions positives à tel Exactement. moment. Et je pense que c'est important de prendre du recul là-dessus et de pas toujours tout prendre personnellement ou au premier Exactement. degré, tu vois. Je pense que c'est hyper important et ça permet aussi de pardonner, parce que je pense que c'est important aussi de savoir pardonner et de laisser une deuxième Accepter, ouais, chance, tu vois. exactement. Après, faut pas donner 10 000 chances non plus, parce que Ouais, voilà, ouais, je t'avais ouais. parlé d'exemples, etc. Moi, en général, je laisse 1, 2, 3 chances, et puis il y a un moment où, en fait, moi, je marche comme ça, c'est genre le truc qui se remplit, Ouais. ça déborde un peu, mais quand ça déborde Ouais, et ouais, là, c'est c'est fini, terminé, ouais. quoi. Ouais, C'est ouais. game Je te over. laisse, t'as encore un peu de marge, mais après. Ouais. Sophie, si justement l'enfant que tu étais nous écoutait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Tu peux y arriver. Ouais. Tu vas y arriver. C'est plus, tu vas y arriver, parce que, encore une fois, j'ai toujours eu ce truc de je vais jamais y arriver, je Ouais. suis pas sûre. J'avais vachement peur de l'avenir pour ma réussite, tu vois, de Ouais. me dire est-ce que je vais réussir à ça et tout, et de me dire t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vois. C'est Ouais. plus genre don't worry. Ouais, ouais, ouais. Parce que, Rassure-toi, ça ouais, va aller. parce que mon anxiété, elle vient de là, tu vois, Bien. de la peur du futur et de pas réussir assez, tu vois. Ouais. Et Tu sais, l'anxiété, c'est toujours en lien avec le futur. ah ouais? Ouais. Ok. La peur, c'est le passé, Ok. et l'anxiété, c'est toujours en lien avec le futur, cette projection. Ouais. Et toi, peut-être que justement, cet inconnu te donne justement ce besoin d'anticipation, de cadrage, de savoir que tu vas pouvoir gérer, parce que c'est aussi en lien avec ton manque de confiance, et de savoir est-ce que je vais pouvoir être assez. Il faut que je me prépare parce que je dois être assez. C'est vrai. Donc c'est lié, et quand on prend conscience de ça, ben, et Mais, en plus, tu as un facteur qui vient un petit peu fausser et biaiser cette anxiété, parce que tu as des troubles du sommeil parfois, et ça, c'est pas rien. c'est vrai. Parce que. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai jamais fini, tu vois. Mais c'est ça. Et tu vois, par exemple, quand j'ai eu les résultats de mon concours de l'internat, je me souviens, j'étais avec un copain, on était en voyage à Singapour. Donc, j'avais les résultats un peu en décalage horaire, etc. Et en fait, il était choqué de ma réaction. Il était là, mais tu sautes pas de joie, Et t'es ouais. pas contente, Et oui. tu fais rien. Tu vois, c'est exactement ça, Sophie. Parce que tu étais déjà, OK, j'ai atteint, maintenant next step. Ouais, peut-être. Et tu n'étais pas, en fait, tu n'étais jamais finalement dans l'instant présent. En tout cas, quand tu as ta carrière, etc., tu vois, tu es toujours dans cette projection, et cette projection t'amène à créer cette anxiété, et tu n'es jamais, en fait, dans cet instant présent. Et c'est pour ça que ton ami te dit, mais attends, là, tu viens de réussir. Ouais, mais je viens de réussir, mais il faut, hop. Ouais. Donc, futur. Mais j'ai jamais appris Ça s'apprend. à kiffer ou à célébrer un truc. Ça s'apprend. Ouais. Et tant que tu ne feras pas ça, la vie va t'amener, c'est pas, mais c'est une réalité, va t'amener des épreuves qui vont t'amener vers ce chemin-là. Parce que, a priori, c'est quelque chose qui est nécessaire pour ton évolution. Et tu vas avoir la vie qui va te dire, OK, tu veux pas lâcher prise,
je vais t'apprendre. Tu vois? Ouais. Et c'est ça ton focus parce que tout est autour de ça, de cette anxiété, voilà, et c'est faussé par le trouble du sommeil, ton énergie que tu veux quand même préserver. Tout est en lien avec cette anxiété-là. Ouais. Que petit à petit, tu vas voir que, voilà, tu en as conscience maintenant. Aller chercher, comprendre, pour creuser et en fait dire: «OK, Ça va, ouais». Et je peux te ça dire va. que je te parle, je dis souvent de moi, je suis une perfectionniste en cure de désintoxication à vie. Mmh. Donc tu vois, on se On se rejoint. comprend. Ouais, Ouais. exactement. Si tu avais justement, Sophie, une question maintenant à me poser, je te laisse, m'en poser une si tu as une question ou pas. Ouais. Ouais? Qu'est-ce que tu envisages, de faire, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Alors moi, j'ai envie de mener, ce rêve que j'ai de changer le monde en commençant par l'éducation. Je compte bien maintenant, à 49 ans, j'ai eu Ah 49 ans waouh, le tu les 7 fais av pas, je suis ouais, choquée. ouais, j'ai 49 ans. Bravo. Merci, je compte bien maintenant m'autoriser à oser rêver grand et mener ce projet qui est une mission de vie pour moi, heu à terme et le propager pour vraiment changer le monde. Pour que après moi, il y ait vraiment, cette culture de oser rêver grand et justement, ces personnes comme toi qui se battent et malgré leur peur, malgré leur douleur, malgré leur anxiété, se dire: «Je peux, j'y vais» et c'est comme ça, quoi. C'est vrai. Voilà, ça c'est mon OK, grand c'est projet. beau, c'est bien. Voilà, quoi. En tout cas, merci Sophie. Franchement, tu nous as, Bah, merci à toi, hein, c'était super tes questions, j'ai adoré. ah bah, tant Et mieux. c'était très profond, c'est la première fois que je fais une interview, autant dans l'intimité, en la Ouais, profondeur, et merci un pour peu ta confiance. psychologique et Ouais, tout. merci beaucoup pour ta confiance. Bah, merci à J'avais toi. envie de partager, ce petit, voyage presque, initiatique et c'était très, très intéressant parce que tu es aussi très jeune et je pense que tu peux, hem tu as un rôle de transmission, tu es sur les réseaux, tu peux, impacter, tu impactes déjà et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'entendre toutes ces vérités que tu viens de nous partager, notamment sur les personnes qu'on croise qui nous diminuent parfois, ce manque de confiance en soi qu'on peut ressentir et cette Le doute, voilà, le doute, l'incompréhension, de l'extérieur qui se dit: «Mais non, mais attends, tu réussis, et ouais, mais justement, faites attention à ces» réaliser que ouais. tu réussis. Ouais, réaliser que tu réussis, quoi. Ouais. Donc c'était franchement, très top, très Bah, riche. merci à toi. Je t'en prie, merci.